Bib, moteur, c'est bon. Floria, maintenant tu peux nous le faire, ça sans lire la liste. Tu connais tout par cœur. Un petit peu. Donc Stéphane Pépin. Présent. Richard Gérald. Dufour Alice. Ducé Julien. Il va venir. Oui. Cartier Karine. Delille Jean-Marie. Caldi Séverine. Lamalène Abdella. Nigène Caroline. De Villiers Marinès, excusez, pouvoir donner à Nigène Caroline. Duprat Ghislaine. Dumont Josette. Grony Gauthier Nathalie. Donna Magnin Sandrine, excusez, pouvoir donner à Karine Cartier. Malgrand Ludovic. Kélifi Saba, absente. Tanli Ferrat, excusez, pouvoir donner à Paquirel Floria. Carpanoco Laura, excusez, pouvoir donner à Julien Gall. Anquez Marvin. Monet Quentin. Pépin Sandro. Gall Julien. Paquirel Floria, présente. Magana Lucien. Goncalves Maria. Périssin Favert Georges. Desbiol Jean-François, absent. Colin Isabelle. Vicente Joël. Merci Floria. Donc on va attaquer directement dans le dur, pas de tour de chauffe. La première délib, la plus importante de la soirée. Bienvenue à tous dans ce débat d'orientation budgétaire 2022. Alors, surtout, n'hésitez pas à poser des questions. On va balayer un peu tous les schémas, tous les tableaux que vous avez eus en pièces additives à cette délib. Je tiens d'abord à vous préciser que ce DOB a été réalisé avec la plus grande prudence financière possible. Rien n'a été laissé au hasard, évidemment, et pour cause, les budgets des collectivités ont des marges de manœuvre, vous le savez, de plus en plus réduites. La suppression totale de la dotation globale de fonctionnement depuis une dizaine d'années n'a pas arrangé les choses. La refonte de la fiscalité locale avec la quasi-disparition de l'ATH et donc du levier fiscal qui va avec, je ne vous en parle pas, et la péréquation fiscale avec le prélèvement d'un fonds de compensation, vous verrez, nous perturbe légèrement. Que vous dire d'autre ? Nous avons fait en sorte de maîtriser au maximum nos charges de fonctionnement, entre autres pour compenser l'inflation sur l'énergie. Donc vous verrez, on a une délibération qui nous permettra d'adhérer à un groupement de commandes avec le CIAN pour, cette fois-ci, le gaz. On l'avait passé en décembre, je crois, pour l'électricité, on continue pour le gaz. Que vous dire d'autre ? Vous verrez que nous avons un encours de trésorerie positif de 5,5 millions, ce qui n'est pas mal pour 2021. Je vous signale également que pour tenir le choc au niveau trésor, nous allons tout de même reconduire les principes financiers qui nous ont guidés ces dernières années et au mandat d'avant, c'est-à-dire modération fiscale, pas de hausse d'impôts, contrairement à ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Des services communaux au prix les plus justes, donc pas d'augmentation des tarifs. Peut-être, malheureusement, sur les cantines, parce que là, on ne pourra peut-être pas la contenir. Une relance de l'investissement sur des projets structurants à l'image des actualisations, des autorisations de programmes que je vais vous demander, si vous le souhaitez, de voter. On le verra un peu plus tard. Voilà, donc le DOB qui vous est présenté, évidemment, est le plus réaliste possible, sans excès de confiance dans ses recettes. C'est très important, sans excès de confiance dans ses recettes, c'est-à-dire qu'il y a énormément de recettes qu'on n'a pas intégrées. Tant qu'on ne les a pas, on a décidé de ne pas les avancer sur ce DOB et peut-être même au budget. Alors, je vous rappelle également que la prochaine séance du conseil municipal, ça sera dédié au budget. Donc là, c'est le DOB. On est là pour débattre. Le D, ça veut dire débattre. Si vous ne comprenez pas certaines données, n'hésitez pas à nous demander des explications.
Eh bien, on va commencer. Donc, je vais vous guider tout de suite vers la page qui nous intéresse. Alors, je pense que vous avez pris connaissance un peu du préambule du DOB. Les recettes de la commune. Donc, vous pouvez remarquer que les recettes de la commune sont issues d'une fiscalité tout à fait traditionnelle, qui est en fait la taxe foncière, les taxes foncières et d'habitation, donc la bâtie, la non bâtie, plus la TH. Nous avons donc une recette attendue de 3 346 143 €. Le reversement de l'EPCI, pour nous, c'est la 2CCAM, hein, essentiellement. Donc, c'est ce qu'on appelle les attributions de compensation. Donc, 2 941 301 €. Et les autres ressources fiscales, la taxe... Alors, par exemple, hein, c'est tout un ensemble de taxes et de droits. Donc, taxe sur les enseignes, taxe d'électricité, droit de mutation sur les transferts, sur les ventes d'immobilier, par exemple, pour 2 075 000 €. Et nous avons donc, par cette fiscalité, une ressource de 8 362 000 746 €. Voilà, ce qui nous donne un indicateur pour évaluer notre pression fiscale de 0,78. Donc, si Gérald, tu veux bien faire nous aiguiller sur ce 0,78, comme tu nous l'as fait récemment. Ce 0,78 veut dire que pour une commune de même strate, entre 5 000 et 10 000 habitants en France, on est à 0,78% de la moyenne de ce qui est perçu dans les communes de même strate en France. En clair, cela veut dire que, évidemment, je rappelle ce que vient de dire Stéphane Pépin pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, nous ne ferons pas d'augmentation des impôts, il n'y a pas d'augmentation de la fiscalité, mais dans l'absolu, si l'on augmentait les impôts de 22%, on serait toujours dans la moyenne des strates, des communes de même strate. Ce n'est pas ce qu'on va faire, hein. Je le répète, il faut le répéter. Ce qui veut dire que la pression fiscale sur les habitants est assez faible à Sionzier. Donc, page 11. Alors, est-ce que vous avez tout d'abord des questions par rapport à ce tableau? Page 9. Si vous n'en avez pas, on continue directement puisqu'on est toujours dans le même sujet avec l'évolution de la fiscalité directe. Donc, vous pouvez voir sur la deuxième ligne que la base du département a augmenté de 3,4%, mais les taux, qu'ils soient communaux ou départementaux, n'ont pas bougé. On est toujours à 13,13 pour la commune et toujours à 12,03 pour le département. Donc ça, c'est très important. La taxe foncière du non-bâti, elle n'a pas bougé également. Elle ne rapporte pas énormément, mais elle est quand même là, à 36,4%. Donc elle revient en totalité à la commune. Voilà. Et donc les produits que ça nous permet de toucher, d'encaisser, sont en hausse de partout. On touche plus de taxes foncières bâties, vous pouvez le voir dans la partie basse du tableau. On touche plus de taxes d'habitation, on touche quasi pareil pour le non bâti. Donc cela nous rapporte 3 346 143. Donc en hausse partout, ce qui prouve que la commune est attractive, puisque tout en n'ayant pas augmenté les impôts, je vous le rappelle, la part communale, qu'on soit bien d'accord, depuis 1995, on arrive à avoir une fiscalité qui est quand même alléchante pour la commune, tout en préservant le contribuable chombereau. Alors ensuite, les montants de dotation globale de fonctionnement. Là,
Pascal, si tu veux bien nous expliquer ce qu'est la DGF et pourquoi elle ne nous est pas si favorable que ça. Non, depuis une petite dizaine d'années, l'État diminue notre contribution à ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement. C'est issu de différentes lois de finances et d'une continuité. Sionzier n'est pas isolé dans ce cas-là, mais les communes du département de la Haute-Savoie, c'est-à-dire qui ont un potentiel fiscal important. Tout à l'heure, Gérald de Richard en parlait d'ailleurs. C'est parce qu'il existe un potentiel fiscal important que nous sommes péréqués, comme l'on dit savamment, sur cette dotation globale de fonctionnement. Donc vous voyez que depuis 2019, sur la prospective qu'on vous a fait retracer depuis ces 3 dernières années, nous ne touchons plus, ou en tout cas en forte diminution, une dotation, une de DGF. Pour certaines communes de Haute-Savoie, même sur le territoire de la DECECAM, par exemple pour Maglan, c'est une dotation globale de fonctionnement négative, donc un prélèvement qui est directement fait sur les ressources. Et dans l'ensemble de ces dotations, il ne nous reste plus qu'un bloc qui s'appelle la dotation de solidarité rurale, que nous avons estimé, en tout cas un petit peu en légère diminution par rapport aux produits que nous avons touchés en 2021. Donc des dotations de fonctionnement reversées par l'État qui sont quasi inexistantes et qui pèsent que très peu dans la globalité des recettes maintenant de la commune. On peut parler aussi du le FPIC. FPIC, dans la continuité, une dotation globale de fonctionnement qui n'existe plus, et un fonds de péréquation, là qui vient, c'est un prélèvement directement sur la fiscalité qui est perçu par l'État au profit, comme son nom l'indique, d'autres communes de France ont une richesse moins forte, en tout cas qui sont moins bien pourvues. Et donc l'État, par ce fonds de péréquation, alimente un fonds national qui permet donc de pouvoir lisser les recettes et essayer de réduire la fracture entre les différentes communes et leur niveau de richesse. Donc là aussi, nous avons fait une projection, puisque nous n'avons pas la confirmation de l'entièreté de ce fonds de péréquation, en reconduisant en principe le montant qui nous avait été prélevé en 2021, mais parfois on peut avoir la mauvaise surprise que ce chiffre est légèrement inférieur, légèrement supérieur, pardon. Il ne sera pas, sans doute, même sans avoir une garantie à 100%, il ne pourra pas être légèrement inférieur. Eh ben, c'est bien dommage. Vous avez des remarques? Vous voulez qu'on éclaircisse des points? On peut développer? Allez, on continue. Donc, page 15, synthèse des recettes réelles de fonctionnement. Donc, nos recettes se composent de la manière suivante. Impôts et taxes pour 8 362 746 €. Dotations et subventions ou participations pour 2 213 250. Je vous rappelle, je l'ai déjà dit, qu'on n'a fléché que les subventions dont on est sûr d'obtenir la rentrée en 2022. Autres recettes d'exploitation, elles comprennent par exemple des loyers. Elles comprennent également les services, cantines, garderies, crèches, écoles de musique et d'autres. Donc pour 1 267 202. Et puis les locations de salles également. Et puis les produits exceptionnels, ce sont les ventes des bijoux de famille. Donc actuellement, on est sûr de toucher que si tu le veux bien, Lucien, la vente des 2 appartements du Crozet, donc qu'on a traité il y a à peu près 6 mois pour le premier et en décembre pour celui que Lucien a acheté. Donc ça nous fait 100 000 €. Hein. Vous pouvez également remarquer une chose importante, nous n'avons pas intégré la vente du stade. Sinon, on avait 1 million de plus à cette liste, à ce produit exceptionnel. Parce qu'on risque de toucher peut-être l'argent que l'année prochaine. Donc, si on le vend cette année, ben, tant mieux, on rajoutera 1 million, c'est pas un problème. Mais en tout cas, là, on se fait pas miroiter des chiffres extraordinaires. Ce qu'on risque de ne pas avoir, on va faire en sorte que le budget soit le plus sincère possible. Ensuite, je vous renvoie page 17, les dépenses réelles de fonctionnement. Donc nous avons
Charges à caractère général. Donc là, ce sont par exemple des loyers. Un exemple, on paye le loyer du secours populaire. Bon, bah, il est forcément dans cette ligne-là. Charges de fonctionnement, cantine, EDF, gaz, etc., etc., l'eau, etc., etc. Donc pour 3 822 788 €. Les autres charges de gestion importantes, il s'agit des intérêts de la dette et les emprunts pour 842 825. Donc un total de dépenses de 4 665 613. Alors, là, c'est très important. Il faut que je vous explique pourquoi nous avons 500 000 € de plus au budget cette année. Nous avons fléché les dépenses de musique en stock. Nous n'avons pas fléché les recettes. On sait pertinemment qu'un musique en stock coûte entre 400 et 500 000 €. On a fléché 500 000 €. On sait très bien qu'un musique en stock rapporte entre 250 et 400 000 €. On ne les flèche pas du tout. Donc, si on enlève ces 500 000 € de prévisionnel de cet événement, on se retrouve bien avec les mêmes montants, quasiment, que l'année dernière. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu, dans les recettes, intégrer 250 000, 300 000 € pour l'événement. Sachant que je compte bien que cet événement, et je vous expliquerai au prochain conseil municipal, je compte bien faire de cet événement un événement rentable, pas un événement qui coûte aux contribuables et qui nous oblige à supprimer et Gérald, notre adjoint au patrimoine et à la culture, serait vraiment pas content de cela, que Musique en stock nous oblige à supprimer des événements culturels durant l'année. C'est un événement, on a une opportunité de faire un événement à retentissement national. On en a la capacité logistique avec notre esplanade et les travaux du centre-ville. On a la capacité financière de porter le risque, je dis bien le risque, mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'au moins à 80%, cette année, nous devons couvrir les frais de musique en stock pour espérer les autres années les couvrir à 100%. On n'est pas là pour faire du bénéfice sur l'événement, de toute façon c'est quasi impossible, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, on n'est pas là pour perdre des quantités folles d'argent sur un événement, même si c'est un événement que les gens, depuis ce qu'on a communiqué au vœu du maire il y a 10 jours, on a communiqué le fait qu'il sera bien fait chez nous, on a communiqué les dates, vous les connaissez maintenant, c'est évident qu'il ne faut pas qu'on ait des reproches de mauvaise gestion sur cet événement. Et on n'en aura pas, parce que tout sera fait. On vous communiquera les détails. Certains participent déjà à des réunions techniques de comité technique ou de comité de pilotage. Vous savez à quel point je veillerai aux recettes. Voilà. Donc, on pourra nous reprocher de prendre le risque, mais en tout cas, on ne nous reprochera pas d'avoir brûlé 500 000 € parce que ça ne sera pas le cas. Est-ce qu'on continue ou est-ce que vous avez des questions? On continue. Merci. Page 18. Alors, on est sur les charges de personnel qui ont légèrement augmenté. Donc, en rémunération de titulaire, vous voyez la somme de 2 167 276 €. Les rémunérations des non-titulaires, les employés sous contrat, pour la somme de 678 314 €. Les autres dépenses, qui sont les charges patronales, salariales, les formations, etc., pour 1 204 916, soit 4 50 506 €, soit 2,77% de plus, qu'on peut considérer être dû au glissement vieillesse-technicité. C'est-à-dire que nos cadres, on peut appeler ça nos cadres, de la mairie, montent en grade et sont forcément mieux rémunérés. Et ça pèse sur la masse salariale, ce qui est tout à fait normal, puisque l'expérience veut qu'avec l'expérience, qu'on soit mieux payé et qu'on soit plus efficace. Donc, c'est presque bon signe, on va dire. Mais en tout cas, on n'a pas fait d'embauche supplémentaire. Je crois pas. Hein.
Non, c'est à effectif constant. Le tableau des effectifs vous sera soumis et démontré au prochain vote du budget administratif. Et effectivement, pour un commentaire, là on compare un réalisé par rapport à un prévisionnel. Et si on comparait le prévisionnel du BP, si vous vous rapportez au chiffre prévisionnel du budget principal de 2021 par rapport à la trajectoire que l'on vous propose et soumet ce soir pour le BP 2022, nous sommes quasi sur une hausse de un peu plus d'1%, donc un peu moins que par rapport au réalisé, ce qui veut dire que l'impact de l'avancement des fonctionnaires de la mairie nécessite qu'on puisse redéployer des postes en interne. Et c'est les principes que vous nous avez demandé, monsieur le maire, d'étudier, la mutualiser, le regroupement de certaines fonctions, notamment. Et donc, on essaye de faire en sorte que les missions soient réparties, mieux utilisées, mieux coordonnées. Et ce qui nous fait, entre guillemets, sur certains postes, non pas des économies, mais en tout cas des reventilations entre fonctions qui nous permettent de ne pas systématiquement peut-être remplacer les postes, mais on sait que sur certains postes, on en manque aussi, et on est attentif, bien évidemment, certains postes stratégiques, que ce soit l'accueil de la population dans les écoles, à remplacer, bien évidemment, le personnel manquant, dès lors qu'il est justifié que les missions sont exercées à 100%. On peut également préciser que la masse salariale représente environ 40% du budget de fonctionnement, ce qui est tout à fait normal pour une commune de cette strate de plus de 9000 habitants, 42% de masse salariale sur un budget de fonctionnement, c'est tout à fait normal. Je continue. Allez, page 22. L'endettement de la commune, ou plutôt le désendettement de la commune. Donc, voilà, vous voyez une première ligne, emprunt contracté 2,5 millions. Et si vous regardez bien, il n'a pas été additionné. C'est un emprunt qu'on devrait contracter durant cette année, qu'on va flécher sur le centre-ville, mais pour l'instant, on ne l'intègre pas. Donc, nous avons donc intérêt de la dette pour 386 047 €, capital remboursé 1 236 559 €, soit pour l'année 1 622 606 €, et un encours de dette de 14 396 256 €, soit moins 7,91% par rapport à l'année dernière. Donc quand je vous dis qu'on désendette, on désendette. Sachant que, de plus, on n'est pas spécialement endetté, vous pouvez le voir avec le petit schéma de la page 23, où on donne un seuil d'alerte d'un endettement d'une commune de 10 000 habitants comme nous à 12 ans. Or, on est en train de passer en dessous des 5 ans. Donc la commune est bien gérée, malgré le fait que nos ressources s'amenuisent petit à petit. On est quand même en train de se désendetter, d'où, sans doute, l'argent étant pas cher en ce moment, l'emprunt que je vous demanderai sans doute, parce que ça, je pense qu'on aura une délib là-dessus, si on contracte l'emprunt. Une information, en tout cas. Une information, parce que dans vos pouvoirs délégués, monsieur le maire, le conseil municipal vous a autorisé à prendre des lignes de crédit, mais sous la réserve de l'information du conseil. Donc tout ça pour vous dire que c'est 2 500 000 € qu'on est susceptible d'emprunter cette année pour le centre-ville. Ils nous feront pas de misère dans l'endettement, puisqu'on a largement la place de les intégrer sans bousculer notre capacité d'endettement. On voulait le faire même l'année dernière, cet emprunt. C'est moi qui ai un peu ralenti des deux pieds. On voulait déjà le flécher l'année dernière, oui, pour la Grenette, pour... Oui, tout à fait. On avait fléché un même montant d'emprunt qui n'a pas été nanti sur la section d'investissement. Après, parce que la trésorerie et le report de résultats étaient très largement suffisants et qu'il n'était peut-être pas forcément une manière opportune de mobiliser un emprunt tout de suite. Alors après, il peut y avoir un avantage et un inconvénient, c'est que, vous l'avez noté, c'était un petit peu rappelé dans le préambule de ce rapport d'orientation budgétaire, c'est que les conditions économiques nationales et internationales sont en train un petit peu de varier. L'inflation revient. Pour l'instant, les taux directeurs n'ont pas forcément évolué de la part des banques centrales.
Mais peut-être qu'on ne pourra pas tout à fait bénéficier des mêmes conditions favorables de l'année dernière par rapport à cette année, mais on n'a pas encore consulté pour l'instant les partenaires financiers de la collectivité, qui sont les prêteurs que l'on retrouve dans l'encours de la dette, Banque Populaire, Crédit Agricole et BPCE, anciennement Caisse d'Épargne. Donc certainement qu'on aura peut-être des taux d'intérêt, en tout cas des offres peut-être un peu moins avantageuses, mais ce que l'on peut souligner, c'est que pour amortir un investissement tel qu'un aménagement de centre-ville qui s'amortit dans la durée, ça nous permettra d'avoir une annuité et une durée d'emprunt un peu plus large et donc permettre aussi de pouvoir lisser le montant à la fois du remboursement des intérêts et du capital. On continue ? Allez, page 24. Les investissements de la commune et puis l'encours qui vous permet, le tableau vous permet de découvrir la capacité d'endettement. Je vous disais qu'on passait en dessous des 5, vous voyez, on est à 5,13. Donc les recettes réelles de fonctionnement sont à 12 037 964 €. Les dépenses réelles de fonctionnement à 8 957 239. Donc on a une augmentation pratiquement de 10% qui sont avant tout dues à l'impact du Covid, parce qu'on a eu beaucoup plus de dépenses de nettoyage, de matériel, de fourniture, etc. L'amortissement de la dette pour 1 216 000 € et l'encours de la dette 15 632 615. Vous voyez, on est à 5,13 à 5 années d'endettement, donc on est pas mal du tout. Page 27, l'épargne nette. Donc l'épargne nette, immobilisation incorporelle, donc là c'est... alors là on parle des dépenses d'équipement, hein, donc l'immobilisation incorporelle c'est un peu les achats d'études, les études pour la révision de notre PLU qui sont quand même à prendre en compte, donc pour 24 980... Alors là il y avait une... Non, on était bon là, au niveau du chiffre. Oui, en fait, ouais. Oui, dans ce tableau-là, ce qu'il faut retenir, c'est la ligne de dépenses totales d'équipement de 6 millions d'euros. C'est la trajectoire que l'on propose par rapport aux équilibres financiers que vous avez détaillés, monsieur le maire, sur la part d'autofinancement, l'évolution entre les dépenses et les recettes en charge de fonctionnement, et donc une trajectoire supportable pour la commune, intégrant le remboursement du capital de la dette. C'est les ratios que vous indiquez entre l'épargne brute, l'épargne nette, c'est-à-dire que la commune sait faire face à ses dépenses obligatoires, et notamment du remboursement de sa dette, bien évidemment, qui détermine la part d'autofinancement, et cette part d'autofinancement permet et autorise un niveau de montant d'investissement que l'on a projeté à 6 millions d'euros, qui est une projection aussi, et bien évidemment, d'ici un mois, les investissements pourront vous être détaillés poste par poste, avec les chiffres aussi que l'on aura mis en face et affinés, parce que ce rapport d'orientation budgétaire, ce sont des perspectives et des orientations. Il est bien évident que dès lors que nous rentrerons d'autres chiffres un petit peu plus précis, également, on pourra les affiner. Alors, on espère toujours pouvoir les affiner, monsieur le maire, dans un sens favorable à la commune. Vous parliez tout à l'heure de recettes que l'on n'avait pas comptabilisées. Et si on a une certitude d'une recette, d'une subvention qui arrive, bien évidemment, on la mettra. Donc, ce qui permettra d'améliorer le niveau des recettes et donc d'ajuster ce niveau de dépenses. Mais en tout cas, ce seuil à 6 millions d'euros, c'est un seuil que l'on tient par nos engagements. Vous voterez tout à l'heure les modifications des autorisations de programme et des crédits de paiement pour les deux opérations structurantes du centre-ville et du quartier du Crozet. Donc c'est une projection soutenable par rapport à la situation financière de la commune, et dont je rappelle que cette trajectoire à 6 millions d'euros sur les années précédentes, on multiplie quasiment par 2 le budget d'investissement en dépenses d'équipement de la commune, donc ce qui dénote un très fort soutien à l'investissement local, et donc nous sommes sur des années hautes d'investissement, et on sera aussi sur les années à venir sans doute sur un rythme d'investissement un tout petit peu moindre, en fonction bien évidemment
de l'avancée des programmes et des projets que vous avez décidés en conseil municipal. Donc ce chiffre de 6 millions d'euros, en fait, les 6 314 000 et les 24 000 euros, il ne faut pas les additionner. C'est une trajectoire qu'il faut retenir, qui est importante, de 6 millions d'euros dans ces dépenses d'équipement. Page 28, on va passer aux besoins de financement. Donc, vous avez les dépenses d'investissement qui vous sont notifiées dans le tableau en rouge. Donc, dépenses réelles hors dette, 6 617 621. Remboursement de la dette, c'est ce qu'on a vu auparavant, pour 1 234 836. Dépenses d'ordre, alors là, ce sont des écritures comptables pour 121 178 euros. Et ensuite, nos recettes. Donc subvention d'investissement, 1 549 000 euros qui nous parviennent de diverses sources. Le FCTVA, c'est la TVA que nous récupérons des investissements de l'année précédente, donc pour 500 000 euros. Les autres ressources pour 376 802 euros, ce sont la taxe d'aménagement et les droits de mutation. Les opérations d'ordre, là c'est pareil que pour les dépenses, hein, ce sont des écritures comptables en fait. Ensuite, on a fléché également l'emprunt à 2,5 millions et puis l'autofinance, ce qui nous donne un autofinancement, soit un résultat net de 1 137 106 euros. Donc vous voyez, recette d'investissement, 7 973 635 euros, c'est pas si mal du tout. Et ensuite, les ratios de la commune, Pascal, je pense que, sachant qu'il y avait des chiffres... Oui, excusez-moi, il y avait deux petites coquilles qui sont apparues dans les problèmes de mauvais copier-coller, au point où donc, vous avez une 11 ratios qui sont suivis aussi par les services de l'État, des ratios qui sont imposés à chaque collectivité, et notamment une attention un peu plus particulière sur le ratio numéro 7, sur les dépenses de personnel, sur les dépenses réelles de fonctionnement. Le chiffre, bien sûr, est de 42%, et Coquille qui s'est interverti là-dessus. Et puis le point 9, sur les dépenses réelles de fonctionnement, additionnées au capital de la dette que vous avez indiqué, et mis en rapport avec les recettes réelles de fonctionnement, le ratio à retenir, le pourcentage est de 90,09 et non pas de 130 comme il était indiqué, puisque nos dépenses réelles de fonctionnement, le capital de la dette sur nos recettes réelles de fonctionnement, les recettes réelles de fonctionnement, bien évidemment, couvrent les dépenses de fonctionnement et le capital de la dette. Autrement, on aurait du mal à justifier et à expliciter un autofinancement à 1,7 million projeté pour le prochain budget en section d'investissement. Voilà, si vous avez des remarques ou des demandes de précision, on peut en débattre. On est là. Je voudrais juste faire une précision sur le chiffre de la dette par habitant. Aujourd'hui, elle ne prend pas en compte, on ne peut pas se permettre de le faire apparaître, mais les emprunts toxiques qu'on avait souscrits dans les précédents mandats sont compensés par un fonds d'État, mais on ne le voit pas apparaître dans la dette là, parce que pour eux, ce n'est pas une ressource qui apparaît. Mais si on additionne ce qu'on récupère pour traiter la dette toxique, on est en dessous de ce chiffre-là largement. Donc en conclusion, vous avez vu, nous nous sommes organisés pour anticiper un scénario le plus pessimiste possible, sans rajouter des sommes, par exemple, comme je vous l'ai dit, de subventions qu'on ne pourrait pas obtenir tout à fait dans les délais, ou de la vente du stade, ou d'autres rentrées d'argent potentielles. Donc on en fait complètement abstraction, ce qui nous donne un ROB des plus pessimistes et des plus calculés, et tant mieux d'ailleurs. Et je vous rappelle que tout ça, alors on n'est pas, vous avez vu, on n'est pas une commune riche, véritablement, mais en tout cas, nous sommes à l'aise. La commune a bien été gérée pendant les mandats d'avant, elle l'est toujours, et on réussit, avec ces chiffres qu'on vous a donnés, qui sont quand même pas mal du tout, on réussit à ce genre de DOB après 27 ans sans hausse d'impôts.
Donc ça, c'est quand même noté, parce que c'est pas habituel dans des communes de 10 000 habitants de pouvoir se permettre de ne pas augmenter les impôts pendant pratiquement 30 ans et avoir encore la capacité de financement et d'autofinancement. Voilà. Donc si vous avez... alors ça se vote pas. Ça se vote pas, c'est un débat. On débat de ce dossier, mais on votera le budget, mais pas le DOB. Si vous n'avez pas d'autres précisions, on continue. Allez, et ben on continue avec deux délibérations qui se tiennent un peu. Donc, vous savez tous maintenant, puisque nous l'avons nous avions déjà pris acte au 17 mars 2021 de ce qu'est une autorisation de programme. C'est en fait, ça nous permet de figer des dépenses sur plusieurs exercices et de réactualiser l'autorisation de programme selon les recettes d'investissement qui peuvent nous être apportées. Donc, nous avons la délib numéro 2 qui nous permet d'actualiser l'autorisation de programme pour l'aménagement du cœur de ville et du parking couvert, en fait, la Grenette. Donc, vous voyez que la phase 1 est quasi réalisée, là, que nous avons donc estimé, enfin pas estimé, nous avons 2 537 236 € de dépenses qui sont timidement compensées, mais ça c'est voulu, en tout cas pour 2021, par la région à hauteur de 90 000 €. Le reste à charge pour la commune est de 2 429 236 €. Et la phase 2, cette année, qui nous permet d'investir de nouveau 2 539 161, d'où peut-être notre empreinte de 1,5 million. Et là, cette fois-ci, par contre, pour le coup, on a aidé de 10 000 € par la région, de 90 000 € par le département et de 300 000 € par l'État. Le reste à charge de la commune est de 2 059 161 €. Donc le coût global de notre centre-ville est moins de 5 millions d'euros, donc ce qui n'est pas si mal. Nous avons fait un gros boulot pour trouver des subventions et ça a bien fonctionné. Merci à tous ceux qui s'en sont occupés, parce qu'on a quand même 500 000 € quasiment de subventions pour notre centre-ville, et c'est quand même 500 000 € de moins pour les contribuables chonverots à mettre la main à la poche. Donc, voulez-vous... Je vais juste poser une petite remarque, je ne sais pas, parce que si ça va apparaître après que... On avait dit que la Grenette, ça ne serait pas un parking couvert. Est-ce qu'on maintient toujours... C'est juste de l'appellation. Non, mais bon, oui, non, qu'il n'y ait pas de... Non, mais on l'a effectivement, mais on l'avait déjà appelé parking couvert l'année dernière. Ça s'appelait comme ça. Donc on, on a gardé la même appellation, mais il n'y aura jamais de voiture dessous. Ah, oui, non, mais que ça ne vienne pas s'ils regardent ça sur... Non. Bon, non. C'était juste ça, merci. Alors, après vous... Alors, d'autres questions? On peut passer au vote. J'ai une petite question. Juste, les travaux de la place, la deuxième tranche, ça consiste en quoi exactement, le projet? Parce que là, on nous demande de voter pour un projet, mais on ne le connaît pas du tout. Donc, du coup, on n'a jamais vu de plan, ni rien du tout. Donc, voilà. Alors, on avait monté... On a... j'ai pas souvenir, ou alors je dois avoir Alzheimer. Mais si, le film, on vous l'a montré, le film. Si, on a fait une réunion là-dessus, rappelez-vous. C'est un seul film. Non, on vous l'a communiqué. C'est un seul film, film qui présente tout l'ensemble en bas et en haut. Et ce film, il est même disponible sur le site de la mairie. Donc, mais on peut le... Oui, il est sur le site de la mairie, dans tous les cas. Ouais. Oui, et il est sur la chaîne YouTube où il y a les comptes rendus du conseil municipal. Oui. Et après, on peut faire une séance de rappel. Hein. Et pour répondre à ta question, Georges, la deuxième partie concerne le bas du centre-ville. La première partie, c'était la place où il y a la Grenette. Et maintenant, ça va être la partie en bas vers le parking, là où il y a les arrêts métiers, le baby bar, etc. Donc, c'est ça.
Et la vidéo reprend l'ensemble du centre-ville. Donc, voilà. Oui. Enfin, pas en totalité. Hein. Ça va être modifié, remodelé, on va dire. Cassé, c'est un grand mot. D'autres questions? Tout roule? Alors, approuvez-vous l'actualisation de l'autorisation de programme pour l'aménagement du cœur de ville et de la Grenette? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, même opération, une actualisation également d'autorisation de programme, cette fois-ci pour la réhabilitation du Creuset. Donc la tranche 1 qui est quasi réalisée maintenant avait un coût de 768 109 €, aucune subvention, donc c'est le montant à charge pour la commune de cette tranche 1 2021. La tranche 2 qui a lieu cette année pour un montant de travaux d'1 415 893 €. Nous touchons donc, je vous le rappelle, de la région 791 334 du département pour un reste à charge de 65 893 € pour la commune. Et la tranche 3, en 2023, d'un montant identique, est subventionnée à hauteur de 409 000 € par la région et de 166 000 € par le département. Plus 90 000 € pour les cheminements doux. Non, mais on ne l'a pas fléché, mais on peut le dire. Mais on ne l'a pas fléché parce qu'on ne les a pas encore. On les a, mais alors pourquoi on ne les flèche pas là? Parce que potentiellement, on peut dépasser les 80% de subventions. Donc on reste sur les subventions État-région, département. On minimise les recettes, mais on va effectivement avoir des recettes supplémentaires. Bon, bah parfait. Donc, le reste à charge de l'ensemble des travaux du Creuset pour la commune est d'1 559 896 €. Donc, je vous demanderai, à moins que vous ayez des questions, d'approuver également cette actualisation d'autorisation de programme pour l'aménagement du quartier du Creuset. Évidemment, dans ces chiffres-là, il n'y a pas la réfection des immeubles d'Alpad. Alpad, c'est 30 millions d'euros, je crois, et c'est pour eux, ce n'est pas pour nous. Avez-vous des questions? Oui, j'ai juste une petite question. Comment ça se fait que la région, le département, enfin principalement la région et le département, donnent plus pour la partie du Creuset par rapport au montant total que sur la place, par exemple? On voit, il y a quand même, on a vachement plus de subventions sur l'aménagement du Creuset que sur les travaux de la place. C'est quoi qui peut expliquer ça? On rentre dans un dispositif plan État-région avec un plan urbain régional, donc un pur sur le secteur. Donc c'est des aides à mobiliser, donc État, région, département, en bonus, on va dire, pour la politique, on va dire, de la ville au sens large. On est dédié sur une réhabilitation de quartier. Et donc, effectivement, ça ouvre droit à des fonds spécifiques hautement subventionnés, on va dire. Ah, ok, d'accord. Oui, effectivement, ça rentre sur les signatures du contrat de ville. Dans le contrat de ville, une des composantes, c'est l'amélioration de l'habitat, notamment l'habitat social. Donc, comme le dit Guilhem Mirouz, c'est dans le cadre de la signature du plan de rénovation des quartiers urbains dans toute la France. Et sur notre territoire, c'est la rénovation des évus et du Creuset, avec des crédits spécialement fléchés pour la rénovation urbaine. Okay. Merci. C'est des crédits qu'on a failli ne pas avoir, parce que le quartier est passé en veille active et il n'est plus fléché quartier sensible. Et il y a eu un gros travail dans le mandat précédent pour arriver à obtenir ces sommes, qui devaient être fléchées normalement à 100% sur le quartier des évus. Voilà. Oui, mais du coup, c'est pour ça qu'ils ont créé les immeubles ici, pour désengorger le Creuset, pour
qu'on puisse construire. C'est Alors, pour ça qu'on a eu cette subvention. C'est une autre chose. Ça, c'est sur la rénovation des bâtiments. C'est pas sur le. Là, on parle. Ça, c'est les travaux qui sont sur les réseaux, les voiries créées, la lumière, les espaces verts, tout ça. La partie habitation, relogement social, ça a été par rapport à la rénovation des immeubles par Alpad pour dédensifier le quartier. C'est deux choses différentes. Oui, la démolition et la reconstruction ailleurs des immeubles qui étaient au Creuset n'ont rien à voir avec ce que vous êtes en train de lire et de voter là. Donc, approuvez-vous l'actualisation de l'autorisation de programme pour l'aménagement du quartier du Creuset? Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Délibération numéro 4. Approbation de la convention constitutive du groupement de commandes pour l'achat de gaz naturel et des services associés. C'est ce dont je vous parlais avant, dans la délibération 1, enfin dans son introduction en tout cas. La commune de Sionzier peut adhérer à un groupement de commandes pour l'achat du gaz naturel, comme nous l'avons fait et que vous l'avez voté d'ailleurs, je crois, en décembre. On l'avait fait sur l'électricité. Cette fois-ci, on vous demande de le faire sur le gaz, alors qu'on soit bien d'accord, ça n'évitera pas des augmentations, vu l'inflation du gaz, de l'électricité, du pétrole, etc. Mais en tout cas, ça le maîtrisera légèrement, parce qu'on est à peu près on est une centaine de communes, je crois, à adhérer, non ? Plus ? Donc on peut considérer qu'il y a un intérêt, mais l'intérêt cette année sera un peu minoré par l'emballement des prix dans ce domaine. Voilà, donc je vous demanderai, si vous le souhaitez, de m'autoriser à prendre toutes les mesures d'exécution pour mettre en place cette présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 5. Vous n'êtes pas sans savoir que, et je vous en ai parlé dans le DOB, que la commune a instauré il y a quelques années une taxe locale sur la publicité extérieure, ce qu'on appelle vulgairement la taxe sur les enseignes, et à ce titre sont amendées toutes les personnes qui ne font pas la déclaration de leur dispositif publicitaire, leurs enseignes ou leurs préenseignes. Et nous avions une entreprise qui est en fait, vous le connaissez tous parce que vous passez tous les jours devant, qui est le So It, comment on appelle ça, enfin, le style de McDo un peu plus bas là, vers le souterrain, qui n'avait pas déclaré ses enseignes. Donc il avait été amendé à hauteur de 3 750 €, ce qui est quand même une belle amende, sachant qu'il n'est pas en retard il n'est pas en retard des cotisations qu'il doit. Il y a juste qu'à un moment donné, à l'ouverture, il ne l'avait pas. Voilà. Et j'ai souhaité réduire quelque part cette amende que je trouvais un peu excessive et de la diviser par 2. Mais là, par contre, on est obligé de passer une délib. Donc, si vous souhaitez faire grâce de 1 875 € aux propriétaires de cet établissement, vous pouvez. Si vous ne souhaitez pas, vous votez contre, il n'y a aucun problème. Moi, c'était mon avis, je trouvais ça un peu cher, l'amende, sachant qu'il est à jour, a priori, il sera à jour de sa taxe sur les enseignes. Donc voilà, il payera quand même 1 875 €, mais c'est vous qui décidez. Par contre, ça reste un gros panneau là-bas qui est moitié démonté. Là. Oui. Ben ça, il pourrait l'enlever pour le cadeau qu'on lui fait. Alors, je ne voudrais pas m'avancer, mais il faut savoir qu'il est taxé sur ce panneau. Il n'existe plus, mais il est taxé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus oui, je sais, il est tout en vrac, il a pris la tempête. Ouais, mais bien sûr qu'il pourrait l'enlever, je suis bien d'accord. Surtout qu'il fait... de toute façon, là, il va y avoir quelques travaux, puisqu'ils ont posé une demande d'autorisation pour changer l'enseigne. Et ça va s'appeler Pizza Time, et ça va évoluer. Donc ça sera plus au Ils vont peut-être faire les travaux en même temps. Un autre concept avec peut-être d'autres dirigeants. Je n'ai pas tout compris, mais en tout cas, les autorisations sur les enseignes ont été posées en urbanisme. Donc voilà, validez-vous cette remise gracieuse de 1 875 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour lui.
Délibération numéro 6, convention relative à la servitude de passage de canalisation souterraine Enedis sur la passerelle communale OH à la Marinière. Claude La Marinière. Guilhem, si tu veux nous en dire un mot. Il s'agit d'une extension de réseau de 2 mètres pour alimenter la future centrale à béton dans la zone de la Marinière, donc qui nous rapportera 20 €. Avez-vous des questions? On peut passer au vote. Alors, est-ce que vous m'autorisez à signer la convention relative à cette servitude de passage de canalisation Enedis sur cette passerelle communale Clos de la Marinière? Qui est contre? Qui s'abstient? T'as pas mis le micro, j'ai pas entendu, Georges. Bon, ok, ça marche, ça marche. Délibération numéro 7. Bilan de la concertation préalable de la modification de droit commun numéro 5 du PLU. Et je crois, Julien, que tu voulais présenter la 7 et la 8, puisqu'elles ont quand même un intérêt commun à être présentées ensemble. Je te laisse la parole. Donc oui, je voulais présenter les 2 délits parce qu'elles sont à 99% identiques. Donc, pour vous rappeler, par la délibération qu'on a eue le 16 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Sionzy a lancé la procédure de modification de droit commun de numéro 5 du plan local d'urbanisme qui concerne Luche-à-la-Tour et la Béroise en Haute-Sionzy, qui a vocation à devenir une zone industrielle et artisanale. Dans ce contexte, oui, bon, on explique pourquoi. On l'a déjà vu 20 fois. Donc, la commune a décidé de réaliser cette concertation préalable conjointe pour la modification du droit de la commune sur la numéro 5 et la numéro 6. La publication a été effectuée dans le Dauphiné du 21 octobre 2021. La commune a procédé aux affichages réglementaires en centre-ville, place des anciens d'AFN, à la salle polyvalente, et sur les lieux impliqués par les modifications du PLU. Et ce, 15 jours avant la date d'ouverture de la concertation préalable. Le formalisme a été respecté par la rédaction de caractères noirs sur fond jaune au format A2. Enfin, la concertation préalable s'est déroulée du 8 novembre 2021 au 20 décembre 2021 inclus. Par délibération du conseil municipal en date du 13 octobre 2021, la commune a défini les modalités de la concertation préalable suivantes qui ont été mises en œuvre. Une publication sur le site internet de la commune, une mise à disposition durant toute la phase de concertation d'un registre pour accueillir les observations du public en mairie, aux heures habituelles d'ouverture, une possibilité pour toute personne de faire part de ses observations par courrier postal adressé à Monsieur le maire, une mise en place d'un registre dématérialisé et sécurisé auquel le public avait directement accès sur Internet, et une mise en place d'une adresse mail dédiée aux observations. Voilà. Il en résulte ce qui précède que les modalités de concertation telles que fixées dans la délibération du Conseil du 13 octobre 2021 ont bien été respectées. Bilan de la concertation préalable pour la première délibération qui concerne la numéro 5, c'est-à-dire, comme je vous disais, la Huche-à-la-Tour, la Béroise pour la zone industrielle et artisanale. Le registre papier a fait l'objet de 5 visites avec les remarques suivantes. Une inquiétude sur l'amplification du trafic et la circulation de la départementale le long de la zone. Une demande sur une parcelle située en limite de la future zone intégrée dans cette nouvelle zone. Une remarque a été faite au sujet d'un changement de PLU de Nérol, qui ne concerne pas la modification. Le registre dématérialisé a fait l'objet de 211 consultations par 490 visiteurs avec la remarque suivante. La parcelle OJ201 a été classée en zone verte. La propriétaire souhaitait une explication. Aucun courrier n'a été réceptionné, aucun mail n'a été réceptionné à l'adresse de mail dédiée. Donc les réponses sur l'amplification du trafic et la circulation de la départementale. La zone UB fait l'objet de pressions urbanistiques importantes permettant la création d'habitations collectives denses. Rappelez-vous qu'à l'époque de l'ancien mandat, il y avait un projet du promoteur Alila qui concernait un grand nombre d'habitations sur ces parcelles.
Donc, en fait, aujourd'hui, le fait de faire de l'industrie et de l'artisanat ne va pas accentuer la problématique qui existait déjà dans le PLU. Pour remédier à cette densification, la modification de la zone AUXA a pour objet de rationaliser les constructions tout en développant l'économie locale. Le site sera desservi prioritairement par la rue de la Placetaz, entrée d'une zone d'activité, ainsi que la route départementale 4, qui est calibrée pour accepter une augmentation de flux de véhicules. Cette variation de flux a été anticipée par le schéma de circulation de véhicules légers et de poids lourds sur l'ensemble de la commune. Ce schéma de circulation, préaccepté par la direction des services voirie du département, est en phase de prise de considération. Après, on a le sujet d'une parcelle qui est en zone N, donc on n'a pas les capacités à la rendre constructible. On a Nérol qui est hors sujet. Voilà. Et puis on a une autre zone qui fait bien partie du projet, mais sur lequel on a contacté les propriétaires, parce qu'il y aura un écran végétal à créer, qui sera créé par les aménageurs. Et voilà, ça ne remet pas en cause la constructibilité de sa parcelle. Donc, en conclusion et eu égard au précédent bilan, il apparaît que les modalités de concertation définies par la délibération du 13 octobre 2021 concernant la modification 5 du PLU ont été mises en œuvre. La concertation associée la population ainsi que les partenaires institutionnels de la ville de Sionzier dans le processus de modification. Cette concertation a permis aux habitants de comprendre et mieux connaître ces outils d'aménagement et d'urbanisme qu'est le PLU, ainsi que l'ambition de l'équipe municipale pour la commune, d'apporter des éléments constructifs au projet de modification numéro 5 du PLU. Ce bilan est destiné à être communiqué aux personnes publiques associées et joint au dossier d'enquête publique, conformément à l'article R123.8 du Code de l'environnement. Donc après, il y a les annexes qui vont être envoyées. Alors, sur la délibération suivante, c'est exactement la même chose, sauf qu'on parle de la zone des Cliaoué, la modification numéro 6 du PLU, qui a été votée dans les mêmes dates. Et alors, le bilan... La concertation a suscité un intérêt important manifesté de la sorte. Le registre papier a fait l'objet de 5 visites avec les remarques suivantes. Aucune remarque n'a été inscrite dans le registre papier concernant le projet de modification numéro 6. Une remarque a été écrite, mais hors sujet, sur le PLU du secteur Nérol. Le registre dématérialisé a fait l'objet de 211 consultations et 490 visiteurs avec les remarques suivantes. Aucune remarque n'a été inscrite. Aucun courrier n'a été envoyé, aucun mail n'a été réceptionné. Donc, en conclusion, on a bien respecté la procédure et je vous demande de voter ces 2 délibérations qui permettront de faire avancer le processus, qui sera dans l'étape suivante une enquête publique, qui sera encore une autre étape avec un commissaire enquêteur. Alors, elle se vote séparément, quand même. Elle se vote séparément. Mais argumenter ensemble, mais voter séparément. Donc, si vous votez oui, vous m'autorisez donc à notifier le dossier de modification 5 du PLU, comprenant le bilan de la concertation et de l'évaluation environnementale aux personnes publiques associées, aux personnes publiques qui en ont, le cas échéant, fait la demande. Vous m'autorisez à transmettre le dossier pour avis à la mission régionale d'autorité environnementale. Vous m'autorisez à soumettre le dit dossier de modification numéro 5 du PLU à enquête publique avant son approbation. Et vous me permettez de signer tous les actes à prendre, toutes dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, et ce, pour les 2 délibérations, la 7 et la 8. Avez-vous des questions? Moi, j'en ai juste une concernant les Cliaoué. Oui. C'est toujours un projet d'école? Qu'est-ce que c'est ça? C'est toujours le même projet d'origine. Hein. C'est une zone d'équipement collectif qui comprendra le projet d'une école. Entre autres. Entre autres, mais qui sera le gros projet du mandat futur. Du mandat futur, mais qu'on va travailler en études cette année. Enfin, ce mandat-là. Voilà. Ça n'a rien changé. En fait, c'est la procédure qui découle de ce qu'on a voté. Donc, pour la délibération numéro 7, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 8, qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Délibération numéro 9. Convention stratégie pastorale ou comment mettre en valeur nos alpages. Jean-Marie, je crois que c'est toi qui nous éclaire sur le sujet. Donc au niveau de... Ça a été demandé une élaboration, je vais dire, de la convention stratégique pastorale. Donc la commune de Sionzier, a priori, n'est pas concernée directement parce qu'elle n'a pas d'enjeu pastoral sur son territoire. Par contre, elle a dans son patrimoine des propriétés foncières agricoles, des zones naturelles qui sont concernées par ces enjeux, principalement au travers des AFP, les associations foncières pastorales, sur la commune du Reposoir. Donc, dans ces conditions, c'est quand même pas inintéressant que la commune se positionne par rapport se prononce sur ce dossier, se positionne par rapport à cette convention de stratégie. Comme vous avez pu le voir dans la délibération, ce projet est porté par le département de Haute-Savoie et considéré comme le chef de file sur ses compétences et a ainsi élaboré un plan départemental pour préserver la nature, les paysages, les valoriser par rapport au grand public et enrichir les connaissances de la biodiversité. Donc vous retrouvez toutes ces lignes dans le dossier. Dans ce cadre, la 2CCAM a été engagée dans ce contrat de territoire avec l'appui de la société, la SEA, la Société Économie Alpestre, en concertation donc bien sûr avec les communes, les agriculteurs, les propriétaires fonciers et d'autres, a été mis en application par rapport à tout ça. Donc je ne veux pas tout vous lire, vous expliquer. Si vous avez des questions, vous me les poserez. Donc moi, je vous propose quand même de voter favorablement l'application de cette stratégie, en sachant que Sionzier, via les AFP, pourra prendre une part active et aura peut-être besoin de cette stratégie, du fait que donc la SEA, tous les projets qu'ils mettent en élaboration sont souvent subventionnés de 60 à 80%, parce qu'ils sont directement avec le département, et donc subventionnent aussi bien pour on va dire, l'eau, l'herbe et la forêt, à hauteur de 60 à 80% les projets. Si vous avez des questions. Moi, j'en ai juste une. Je vois qu'il y a plein de réunions là-dessus où on peut aller, mais on n'est jamais informé. Là, il y en a une qui date de 2000, de l'année dernière. On n'était pas au courant. Et pourtant, c'est marqué, les élus peuvent participer. Et moi, ça, c'est un truc qui m'intéresse. Mais j'ai jamais vu une convocation, jamais vu une... Alors moi, on veut bien voter des choses comme ça, mais bon, voilà. La Touvière, c'est Marna, mais quand on prend au Ferrand, c'est quand même... Il y a beaucoup de gens de Oui, par contre, malgré tout, que la Touvière, Sionzier, on prend une partie du fait, comme la Touvière, il n'y avait plus de communauté, la communauté, donc c'est les 3 communes qui l'ont pris, Sionzier, Marna et le Reposoir. Voilà, donc après, au Ferrand, c'est des communautés privées après aussi. Donc ils font leur assemblée, convoquent leurs membres, s'ils ont des travaux à faire. Généralement, à leur assemblée, comme l'assemblée de la Touvière ou de la Forcle ou de Sommier ou de Combat-Marteau, la SEA, ils sont toujours là présents et c'est eux les chefs de projet qui portent tous les projets en cours, quoi. Voilà. Mais bon, après, c'est sûr que certains élus, je veux dire, moi non plus, je n'étais à aucune des réunions, je n'ai pas été prévenu aux réunions, parce qu'au départ, ça s'est fait. Ça, c'est pour monter le plan pastoral, ça s'est monté là récemment. Donc, au niveau de la Comcom, ont été convoqués les directeurs, les DST, je pense, les DST de toutes les communes, même pas. Et puis. Mais bon, moi, je te dis franchement, je n'ai pas été convoqué à ce moment-là. Non, parce qu'en fait, il faut être élu communautaire. Oui, conseiller communautaire. Donc c'est pour ça, Jean-Marie, que tu n'as pas été... voilà, que tu n'as pas d'infos. Non, mais je vois, c'est marqué 3 réunions de concertation locale en présence des élus, alpagistes, partenaires techniques. Oui, comme c'est la 2CCAM qui l'a élaboré, ils ont fait par rapport aux élus communautaires. Quoi, voilà. En fait, ce sont les commissions de la 2CCAM qui se réunissent. Il y a une commission dont j'ai oublié le nom. Ressources naturelles et territoires. Ouais. Et c'est vrai que quand... si vous suivez un petit peu l'actualité de la 2CCAM, lorsque ces commissions ont été composées,
en tout cas, Julien et moi, nous étions opposés à ces commissions parce qu'on trouvait justement qu'elles n'étaient pas assez claires et que ça n'impliquait pas assez d'élus. Ça a été voté comme ça, donc ce sont des commissions où sont les élus communautaires, pas que, en cas de... Il y a une liste d'élus qui a été fournie et en cas d'impossibilité d'un élu communautaire, il peut se faire suppléer par la liste par un autre élu. Qui ne serait pas élu communautaire. Exactement, qui n'est pas élu communautaire. Les listes ont été fournies dès donc, le vote du Conseil communautaire donc en 2020, pardon. Bah, je pense que ce serait bien de le faire remonter l'information, à dire qu'il y ait peut-être plus de concertation, où il y a des gens quand même qui connaissent bien les choses. Et voilà. Hein. Bon, moi je m'intéresse à ça, mais bon, après, voilà. D'autres questions ? Donc je vous demanderai d'approuver la stratégie pastorale des ENS élaborée par le territoire de la 2CCAM. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération. Pardon, je pense que ce serait bien de le noter dans le compte-rendu. Que quand même les gens soient pris en compte, quoi. Parce que, bon, c'est bien, tout le monde décide dans son coin, mais quand même. Noté. Donc, délibération numéro 10, CIVOM de la région de Cluse, modification statuaire. Alors, en fait, le CIVOM est un syndicat intercommunal à vocation multiple. Et il s'appelait CIVOM de la région de Cluse. Les adhérents du CIVOM sont la 2CCAM, la CCFG, la CCMG et la CC4R. On est parti sur un changement de nom pour le CIVOM. Je dis on puisque je suis vice-président, vous le savez, du CIVOM. Et le changement de nom a été étudié par un organisme, une boîte de com. Et il s'appelle maintenant CIDEVAL. Enfin, il va s'appeler CIDEVAL. Donc CIDEVAL pour Syndicat des déchets, de l'eau et de la valorisation. Et pourquoi c'était un syndicat à vocation multiple ? Parce qu'en fait, il gère l'incinérateur de Marigné, il gère donc pour les ordures, il gère la steppe pour les eaux usées de Marigné, ça nous concerne, et il valorise le tri sélectif et les mâches-fer qui découlent du traitement des ordures ménagères. Et puis maintenant, il va gérer également une partie de la distribution du réseau de chaleur qui va chauffer les évus pour la commune de Cluse, le Crozet et le collège pour notre commune. C'est d'ailleurs des travaux qui sont en cours actuellement, hein, vous pouvez vous en rendre compte. Mais il traite également, et ça on ne sait pas vraiment, il a une mission de gestion de l'entretien des ouvrages d'art. Et c'est lui qui gère le pont des Chartreux, et là je crois qu'on va en entendre parler dans pas longtemps, et le pont de la Sardagne. Donc je sais que le pont des Chartreux, et on en a discuté hier dans une réunion de bureau exécutif, le département souhaite le récupérer, ce qui nous va très bien, mais le pont des Chartreux a des problèmes de structure. Il s'enfonce légèrement côté Marnin. Donc on sera sans doute obligé de remettre à niveau, c'est le cas de le dire, le pont, pour le céder au département. Mais actuellement, il y a encore une compétence gestion des ouvrages d'art. Donc ça, c'est pour le nom. Maintenant, il y a le changement du siège social. Le siège social, étrangement, ne se trouve pas à Marigné. Il se trouve à Thiers, dans la pépinière d'entreprise. Le CIVOM loue des locaux administratifs. Ça nous coûte 2 500 € par mois. Et le CIVOM, étrangement, est également toujours propriétaire du chalet
qui se trouve vers le stade omnisport de Cluses, enfin de Cluses-Sionzier. Le chalet, ce qu'on appelait à l'époque le chalet du concierge. Donc ce chalet sera vendu à la commune de Cluses. Je crois que la commune va en faire une crèche, mais je ne suis pas sûr à 100%, mais j'ai entendu parler de ça. Et nous, par contre, au CIVOM, on possède un chalet qui était, enfin une maison, un chalet qui était à l'entrée de la rampe, là, qui est en face des infrastructures pour les ordures, pour l'incinération, en face de l'incinérateur. Et il était vide depuis quelque temps, puisqu'on y logeait du personnel et que le personnel n'est plus accueilli dans cet espace. Donc le but, en fait, c'est de refaire des travaux pour ne plus avoir à louer les locaux administratifs à Thiers, que tout soit sur le site de Marigné. Et pour ça, il faut changer l'adresse du siège social. Et cette délibération que toutes les communes qui dépendent du CIVOM sont obligées de prendre permettent de valider le changement de l'adresse du siège social et de valider le nouveau nom du CIVOM sous l'appellation de CIDEVAL. Voilà. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas. On peut passer au vote. Êtes-vous contre ces modifications de statut? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 11, Gérald, de dotation de solidarité communautaire. Je te laisse la primeur de l'information. Oui, alors dans une précédente réunion, on avait déjà parlé de la dotation de solidarité communautaire. En 2 mots, je vous rappelle ce que c'est. C'est une dotation due par la communauté de communes aux communes bénéficiant du contrat de ville. Le contrat de ville est signé par la 2CCAM. En sont bénéficiaires les communes de Cluses, Sionzier et Marnat. Cette dotation de solidarité est obligatoire et elle est basée sur les recettes, sur les taxes versées par les entreprises. C'est-à-dire qu'on prend une année N, on prend une année N-1, on fait la différence entre l'année N et l'année N-1 et le surplus entre les 2 années, 50% de ce surplus doit être reversé aux 3 communes bénéficiaires du contrat de ville. Et ce, depuis la signature de contrat de ville, et ce, en l'absence de pacte financier. Comme la 2CCAM n'a pas de pacte financier, cette dotation aurait dû être reversée aux communes de Cluses, Sionzier et Marnat depuis 2017. Ça n'a pas été fait. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, la communauté de communes s'est fait retoquer par la Cour des comptes et a été sommée de régulariser la situation. Ces sommes cumulées pour les 3 communes représentent une somme de 1 million d'euros. Et pour la commune de Sionzier en particulier, ça représente 267 118,97 euros. Nous avions pris une précédente délibération demandant le remboursement de cette somme. Depuis, donc, au sein du conseil communautaire, il y a eu un débat et le but n'est pas de mettre en difficulté la communauté de communes financièrement. Si elle doit débourser immédiatement 1 million d'euros, eh bien, il y aura un problème. Donc, ce qui a été convenu d'un commun accord entre les 10 communes, c'est de faire un échéancier. Et que la commune de Sionzier, je vous passe les sommes dues à Cluses et à Marnat, mais que la commune de Sionzier, donc c'est bien marqué au 31 décembre 2021, c'est ce qui a été convenu, ça va être versé sous peu. On réclame la somme de 50%, donc c'est-à-dire 154 839,05 euros, et que le solde de 112 279,91 soit versé avant la fin du mandat, c'est-à-dire avant le 31 décembre 2025, suivant les possibilités financières de la 2CCAM. Voilà, c'est pour valider, donc cette délibération a pour but de valider l'arrangement
qui s'est fait entre les 10 communes de la 2CCAM pour que chacun retrouve son argent d'une part et que sauver aussi les finances de la 2CCAM. Le but n'était pas de couler la 2CCAM. Je ne sais pas si vous avez des questions. On peut voter. Approuvez-vous le protocole d'accord tel que Gérald vous l'a énoncé? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 12, contrat d'assurance des risques statuaires. Gérald, continue. Oui, alors effectivement, comme toute collectivité, on doit prendre une assurance qui couvre la protection sociale des agents en cas d'accident du travail, de maladie, congé, maternité, pour permettre de verser les salaires des agents en incapacité physique. Donc c'est un petit peu comme tout à l'heure pour le gaz et l'électricité. On essaye de partir sur un groupement de commandes pour mieux maîtriser le coût de ces assurances. Donc la commune est adhérente du centre départemental de gestion de la Haute-Savoie, qui est un organisme qui s'occupe de tout l'aspect administratif des collectivités. Et cette délibération a pour but de mandater le centre de gestion départemental pour qu'il recherche pour notre commune et tout un ensemble de communes adhérentes, quasiment toutes les communes, je pense, sont adhérentes du CDG, pour qu'il prospecte pour trouver la meilleure assurance au meilleur prix pour assurer nos agents. Voilà, c'est un petit peu ce qui se fait avec le CIAN dans le domaine de l'énergie. Là, c'est avec le CDG dans le domaine des assurances. Vous faut-il plus d'informations là-dessus? Non, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 13. Jean-Marie, oui, donc là, c'est cette convention d'exploitation. Oui, on vous l'a donné ce soir parce qu'on a seulement traité le sujet avec l'ONF ce matin. Donc là, c'est une convention d'exploitation groupée de bois, ils le nomment comme ça. Ils nous avaient déjà averti dans l'année passée qu'il y avait au niveau des bois communaux, au niveau de Chamberon, beaucoup de bois renversés et d'autres qui commençaient à attraper la scolite, l'ancien Bosrich, quoi. Donc, il nous propose à ce titre de nous apporter leur assistance pour faire cette coupe de bois. Et donc, une convention, donc ce serait les maîtres d'œuvre de la coupe de bois, la commercialisation et du nettoyage à la suite de la coupe et après de la replantation nécessaire avec aujourd'hui les espèces qui sont les mieux pressenties pour ne pas justement avoir des problèmes de scolite ou autre. Donc c'est juste pour signer une convention entre la commune et l'ONF pour procéder à cette coupe de bois. Ça s'est décidé ce matin, ça, Jean-Marie? Ce matin, on a fait réunion avec l'ONF ce matin. Et puis entre guillemets, l'avantage, on a des dates, on a des conventions avec l'ONF. Là, ils pourraient le faire rapidement, d'ici le mois de mars-avril, si on signe cette convention, quoi. Après, c'est sûr, il y a la partie commercialisation. On aura notre mot à dire. Ils sont généralement, ils vont laisser en bois local, sur du local. Mais on aura notre mot à dire par rapport à la commercialisation aussi, quoi. Ouais, ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de scieurs qui n'ont plus de bois dans la région. Même à Bonneville, ils n'ont plus de bois. Il y a quoi, Georges? Ça part tout en Chine. Georges, il faut activer ton micro, sinon... Si, il est activé. Il est activé, là? Ah, parce que... Non, je ne t'entendais pas bien. Ah, si, il est activé. Ouais. Sinon, c'est pas enregistré. Et on sait si ça nous... Non, oui, justement, on va dire, on a fait une étude un peu, ils ont fait une étude, on en a parlé ce matin, dans les conditions les plus pessimistes, donc en coupant le bois, en enlevant le plus dur, c'est de prendre les bois renversés. C'est moins dur de couper du bois que de prendre les bois renversés et autres. Et donc, sur l'ensemble, on aura un boni à peu près
Ça dépend de la commercialisation après. Puis le bois, bon, il monte. Donc on aurait un boni de 3 500 à 4 000 euros. Sachant qu'après la replantation, on pourra replanter, donc c'est l'ONEF qui va s'en occuper. Et donc il y a un nouveau dispositif qui s'appelle le dispositif Silvac qui a été voté par la Comcom il y a la dernière assemblée, je pense. Et donc on pourra bénéficier de subventions par rapport à la plantation à hauteur à peu près de 50% pour replanter tous les bois, quoi. D'autres questions? On passe au vote. M'autorisez-vous à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Eh bien, écoutez, on a épuisé l'ordre du jour, délibes supplémentaires comprises. Alors, dans les communications du maire, alors je voudrais féliciter certaines de nos agents. Camille Boucher, qui travaille à la crèche, qui a eu un fils. Non. Le fils s'appelle Camille Boucher et c'est le fils de Marion Dupont qui travaille à la crèche, pardon. Et également le petit Hugo Poinsette, fils de Carole Soquet-Juglar de la médiathèque. Comment tu dis? Poinsett. Et toutes nos condoléances, mais je sais qu'on lui a déjà transmises en fin d'année à notre colistière Sandrine Donamanien qui a perdu son père au moment des fêtes. Je voulais remercier tous ceux qui avaient participé à l'organisation des vœux du maire il y a une dizaine de jours, qui s'est très bien passé, un peu dans le froid, mais on n'a pas eu l'appui, c'est le principal. L'organisation était particulière, puisque fortement déconseillée. Et l'ensemble des personnes qui étaient venues nous rencontrer et nous écouter ont été ravis de cet événement qui, après 2 ans d'absence, a permis de renouer un lien avec nos habitants, nos électeurs, et nous permettre de nous expliquer sur ce qui a déjà été fait et sur ce qui sera fait, en tout cas dans l'année à venir. Félicitations Gérald pour l'organisation de la nuit Harry Potter. Tu vas nous en parler parce que ça, je sais que tu en connais tous les rouages et les détails. Oui, enfin, donc il y a eu un temps fort samedi et il y a des animations qui vont se dérouler tout le mois de février. Le contrôle du pass sanitaire a ceci de bon qu'il nous permet de savoir combien de personnes rentrent. Donc on a été surpris puisqu'il y a eu environ 350 visiteurs en une seule après-midi, avec des gens qui sont venus de Chamonix, d'Annecy, un peu de partout. Voilà, donc c'est un beau succès. Moi, je répercute les remerciements surtout à l'équipe de la médiathèque qui a bossé là-dessus. Et j'en profite pour vous informer que nous avons une nouvelle directrice de la médiathèque. Madame Carole Beau a demandé une mise en disponibilité pour un nouveau projet professionnel. Et elle est remplacée depuis maintenant une semaine par Madame Aurélie Campagne. Et comme notre maire se plaît à dire qu'on est parfois un village d'irréductibles gaulois, eh bien notre nouvelle directrice de médiathèque vient d'Alésia. Voilà, ça ne s'invente pas. Alors, d'irréductible gaulois, ou peut-être, mais Isabelle, qui est ici présente, et le Dauphiné, a tendance à plus nous pointer du doigt comme des rebelles. Ah, d'accord. Et comme on est des rebelles, on accueillera une partie des Harley Days aussi cet été. Quel jour, le 14 ? Les dates, c'est autour du 14 juillet, mais c'est pas défini encore. D'accord. Enfin, pas tous, hein. Non, pas tous. Ils restent là-haut, hein. Oui. On leur fait visiter d'ailleurs une usine de décolletage, non ? Ouais. On en parlera plus tard. Oui, on en parlera plus tard. Ça sera plus affiné. D'accord. Comment ? Également, vous avez la liste des DIA
que nous avons reçu. Donc, nous n'avons fait aucune préemption. Il n'y avait rien de stratégique pour nous dans tout ce qui se vend actuellement. Donc, on laisse passer les 22 DIA. Cette fois-ci, donc aucune préemption. Je voulais féliciter une jeune fille de Sionzier qui s'appelle Cassandra Martinez et qui a eu une médaille d'honneur de bronze de mémoire au concours des meilleurs apprentis de France dans la rubrique prêt-à-porter. Elle a réalisé une chemise particulière. Enfin, elle nous a expliqué. Donc, on la reçoit prochainement pour lui offrir un prix et puis un petit bonus. Et on aura un petit article. Gérald, tu t'en occuperas sur. Non, un petit article sur notre magazine. Voilà, elle le mérite. Vous avez également le procès-verbal du conseil municipal du 15 décembre. Donc, si vous avez des commentaires, c'est maintenant ou jamais. Et puis, on a décidé, il nous fallait rapidement renommer enfin, pas renommer, puisqu'elle n'était pas nommée, mais nommer la zone artisanale qui se trouve de Jiffy, pour faire simple, de Jiffy à Lidl. En prenant Cassado, en prenant le Forum 74, Soïd dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'était à destination de la Comcom qui avait besoin d'une appellation. Donc on a fait simple. On a décidé de l'appeler zone du Val d'Arve Sud. Voilà. Si vous entendez parler de zone du Val d'Arve Sud, sachez que c'est entre Jiffy et Lidl. Ben, on a fait le tour. Si vous avez... C'est le sud ici. Hein. Plus tu vas à Londres, plus c'est au sud. C'est sûr. Ah, moi je suis en place. Et puis la zone du Val d'Arve Nord évolue toujours, hein, puisque le promoteur a signé donc l'acquisition, pas plus tard qu'avant-hier, on en avait parlé d'ailleurs, on en avait parlé la dernière fois, il a signé l'acte de vente, pour lui d'achat, de l'entreprise provinciale. Donc ça, c'est fait. Il lui reste à gérer en belle à côté et puis de démolir tout ça et de nous proposer des belles enseignes et des beaux bâtiments, comme il sait le faire régulièrement. Et moi, j'en ai terminé personnellement. Si vous avez des informations à transmettre, vous pouvez prendre la parole. J'ai une petite question. Donc, j'ai une petite question, surtout pour toi, cher Georges. Il y a une question qui taraude beaucoup de nos concitoyens chanveraux sur la fibre. Ils voient des travaux un peu partout depuis le printemps de l'année dernière. Il y a des quartiers sur lesquels les opérateurs proposent la fibre, d'autres non. Donc aujourd'hui, on n'a pas de vision claire. Est-ce que toi qui es représentant de la commune au syndicat qui s'occupe de l'installation de la fibre, est-ce que tu as des infos ou des plannings de fin des travaux et le raccordement complet de la commune avec la fibre? Alors, je vais avoir la commission travaux, justement, on a posé des questions là-dessus, parce que oui, c'est partout, où tout le monde dit ils ont attaqué de tous les côtés, mais il n'y a rien de fini. Et donc, du coup, on a une réunion le 16 février, la semaine prochaine, pour justement faire le point sur certaines communes. Mais moi, je ne fais pas partie directement de la commission fibre, je fais travaux, éclairage public, mais j'ai des informations là-dessus, je vous communiquerai. C'est dans beaucoup de communes, ce problème ? Il y a beaucoup d'endroits où c'est qu'ils tirent les câbles, mais ils ne raccordent pas. Ils piétinent les réseaux. Donc après, Orange arrive derrière, ils ont des pannes. Voilà. D'accord. Parce que les gars, ils rentrent dedans et puis oui. ça fait un peu à l'arrache, quoi. Ouais.
Mais D'accord. bon, c'est le marché orange. Hein, Oui, on ne peut pas faire grand-chose, on est bien d'accord. Donc, personne peut... On subit, c'est sûr. Tout le monde essaye de maîtriser un peu, mais... Ouais. Ok, enfin, si tu as des infos, c'est un peu compliqué. Ouais, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, messieurs, dames, merci de votre présence à ce premier conseil municipal de l'année. Vous avez... En clôture, pas de prise de parole. Bon, eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous là où vous savez pour faire ce que vous savez. À tout de suite.